Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Garage que je vais avoir l'honneur et l'avantage de présenter avec Driss Abdi, qui n'est pas en studio avec moi, mais qui s'apprête à partir en reportage. Salut Driss. Salut Alexandre, en duplex. Oui, en duplex depuis la banlieue parisienne, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ça va, je te remercie. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les épisodes du Garage sur le site watch.tv, que vous pouvez également vous abonner gratuitement au podcast sur iTunes. Il y a maintenant des podcasts audio pour écouter en voiture, c'est nouveau. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et poser vos questions avec le hashtag @legaragewatch. Je vous rappelle également que le Garage est en ligne sur la page de notre partenaire Auto Yahoo France. Nous sommes nombreux chaque année à acheter ou à vendre une voiture d'occasion entre particuliers, avec toujours la petite angoisse au moment du paiement. Le chèque est-il un faux ? Le vendeur peut-il partir avec mes sous sans me donner les clés de la voiture ? On va s'intéresser à Depopass, une nouvelle solution de sécurisation des paiements qui entend ramener de la sérénité dans tout ça. Et avec nous pour en parler, Frédéric Ribaud, cofondateur de Depopass. Bonjour Frédéric, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. En un mot, qu'est-ce que c'est Depopass ? C'est un tiers de confiance, c'est ça ? Depopass, c'est un tiers de confiance entre un acheteur et un vendeur qui vous permet de sécuriser les fonds et de repartir en toute sérénité. Très bien, on va en parler. Au sommaire également, on vous mettra au volant du nouveau BMW X1, de la Mini Clubman, du Volkswagen Touran, peut-être même d'un Mercedes GLC si on a le temps, figurez-vous. On s'intéressera également au design automobile et vous verrez qu'il y a des métiers dont on ne soupçonne pas l'existence dans ce domaine. Et pour en parler avec nous, je souhaite la bienvenue à l'ami Nico Edet, journaliste multipass qui nous reçoit chez lui à Strasbourg. Salut Nicolas. Salut Alex, salut à tous. Bah oui, moi c'est la grande banlieue, hein. C'est un peu plus loin de Driss. C'est un peu plus loin, c'est la banlieue de l'Europe. Voilà, les présentations sont faites, on se retrouve dans une poignée de secondes avec notre premier sujet, à tout de suite. Alors, Frédéric Ribaud, donc Depopass. Alors, quand on achète une voiture d'occasion, en général, enfin, les gens le savent, on est nombreux à le faire chaque année. On a le choix pour payer. Alors, quand c'est entre particuliers, on peut encore payer en espèces. Sinon, on fait des chèques de banque. Et effectivement, il y a toujours cette petite angoisse au moment de recevoir le chèque ou de prendre les clés. Est-ce que tout ça est bien réglo ? Est-ce que je vais avoir mon argent ? Et vous arrivez avec une solution, Depopass. Tout à fait. En fait, le constat qu'on s'est aperçu, c'est qu'aujourd'hui, vous avez trois moyens pour acheter une voiture entre particuliers. Soit c'est de l'espèce, mais vous êtes limité à 1 000 € aujourd'hui. Soit c'est un virement bancaire, mais la question se pose, est-ce que vous virez l'argent avant ou après d'avoir eu le véhicule ? Donc un petit souci de synchronisation. Et la troisième solution est le chèque de banque. Et on sait qu'aujourd'hui, le chèque de banque est falsifiable et il y a beaucoup de faux qui circulent. Donc l'idée nous est venue d'utiliser Internet et les systèmes bancaires pour faire des transactions sécurisées et en temps réel. C'est-à-dire que le vendeur reçoit l'argent au moment où il vend vraiment sa voiture. D'accord. Alors, expliquez-nous concrètement comment ça fonctionne Depopass. C'est-à-dire, moi, j'ai une voiture, je veux vous la vendre, je vous fais pas confiance. Comment ça marche ? Dites-nous. C'est un peu le but. En fait, c'est très simple. Acheteurs et vendeurs s'inscrivent sur notre plateforme. D'accord. Donc les deux doivent être inscrits obligatoirement. Tout à fait. Ils se mettent d'accord. Donc ils se mettent d'accord. Okay. Ils ont des papiers à nous fournir qui sont tout simplement une pièce d'identité et un justificatif de domicile, ainsi que leur RIB, pour savoir où va l'argent. Ça se fait, comment ça se fait en ligne ? Il y a un délai avant que l'inscription soit validée, ou ça se fait, on va dire, au fil de l'eau, comme ça ? Alors, l'inscription se fait, c'est automatique, tout se fait en ligne. Vous uploadez les documents en ligne. D'accord. Maintenant, il y a un délai de 48 heures pour que nous vérifions tous les papiers et que notre banque partenaire, qui est la BPCE, vérifie aussi les papiers. D'accord. Donc les deux vendeurs s'inscrivent. Est-ce qu'il n'y a pas là un petit frein qui peut se créer, parce que vous parlez d'un délai, 48 heures, en général on voit une voiture, on veut l'acheter, on a envie de faire la transaction. Bon, c'est vrai que parfois on se donne un petit délai de réflexion, mais est-ce que 48 heures c'est pas un peu dissuasif ?
Ça peut l'être, mais aujourd'hui, si vous devez faire un chèque de banque, vous avez un minimum de 48 heures. Oui. Voilà. Le problème du chèque de banque, c'est que normalement, l'acheteur doit être nominatif, doit être indiqué sur le chèque. Donc, ce qui ne vous empêche pas de faire un chèque, de l'annuler, d'en refaire un autre. À chaque fois, ça va être 48 heures. En passant par Dépôt-Pass, vous inscrivez une fois pour toutes et c'est fini. Voilà. Donc, oui, il y a 48 heures, mais c'est justifié. D'accord. Alors ensuite, donc, je suis inscrit, donc j'ai mon compte. Comment ça se passe? Est-ce que je provisionne une somme ou est-ce que je prévois juste la somme exacte que je vais payer à mon vendeur? Comment est-ce que ça se passe? C'est comme vous voulez. En fait, vous avez le choix. Soit vous faites ce qu'on appelle chez nous un dossier entre l'acheteur et le vendeur qui va spécifier la transaction et la somme de la voiture. Donc ça peut être une somme fixe. Ou vous provisionnez uniquement votre compte sur une somme que vous voulez à l'avance et vous allez puiser dedans pour faire la transaction. D'accord. Alors j'imagine que vous, il faut que vous y trouviez votre compte. Comment est-ce que vous vous rémunérez avec ce système? Vous prenez une commission sur la transaction? C'est un frais fixe? Comment ça se passe? C'est un frais fixe, ouais. Tout simplement au moment où la transaction se fait. C'est-à-dire c'est pas au moment où les fonds arrivent, mais uniquement les transactions se fait. D'accord. Les frais sont de 79 € qui peut être partagé entre l'acheteur et le vendeur. D'accord, vous dites qu'il peut être partagé, c'est-à-dire que ça peut être pris en charge uniquement par l'un ou par l'autre ou partagé Tout à fait, par les deux. voilà, 50-50, 100% acheteur, 100% vendeur. D'accord. Et alors, expliquez-nous comment ça se passe au niveau ensuite. J'achète la voiture, on fait affaire, je débloque les fonds. Concrètement, comment est-ce que ça se passe pour le vendeur? Comment est-ce qu'il sait qu'il va toucher son argent ou quelle est la suite de la procédure? Alors, la procédure, en fait, est très très simple. L'acheteur envoie les fonds sur son dossier, ce qui va déclencher chez nous en temps réel un processus qui va alerter et le vendeur et l'acheteur de l'ensemble des fonds et que les fonds sont sécurisés sur le dossier. Donc, ce qui va sécuriser le vendeur, la somme est là et en attente pour l'achat. Lorsque le vendeur et l'acheteur vont se rencontrer pour échanger les clés, l'acheteur va venir avec ce qu'on appelle un code de paiement et le vendeur va venir tout simplement avec ses clés. Voilà. Et lors de l'échange, le vendeur va envoyer un SMS à un numéro spécifique avec ce code de paiement. D'accord. Et instantanément, les fonds vont être transvasés de l'acheteur vers le vendeur. D'accord. Donc, au moment de l'achat, les fonds sont transférés. Il n'y a pas un risque là, justement, que le vendeur, au moment où il reçoit les fonds, garde les clés? Comment... Non, on a mis des sécurités. Ouais. C'est effectivement où on vous vole votre code de paiement, les choses comme ça. Ce qu'on demande par la suite, c'est de télécharger le certificat de cession. D'accord. Ce qui, par derrière, va désécuriser les fonds du vendeur. D'accord, c'est ça qui valide le paiement, en fait, c'est la transmission du certificat de cession. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les fonds sont sécurisés sur le compte, entre guillemets, sécurisé du vendeur, mais ils sont disponibles pour le vendeur une fois le certificat de cession téléchargé chez nous. D'accord. Voilà. Qui sont déjà vos clients? C'est-à-dire, est-ce que ce sont uniquement des particuliers? Est-ce qu'il y a des professionnels également qui utilisent ce système? Et en gros, qu'est-ce que ça... À partir quel montant est-ce que ça devient intéressant de passer par Dépôt? Parce que vous l'avez dit, il y a des frais fixes, 79 €, ce qui peut, sur une petite transaction, peut-être être un petit peu dissuasif. Quel est le profil type de votre client? Aujourd'hui, on vient de commencer, donc on ne peut pas faire un profil type, ce qui est clair. On a des transactions qui ont commencé à 2 000 €, on en a d'autres à 10 000, donc c'est un peu la fourchette entre 2 000 et 10 000. Même s'il peut y avoir des transactions plus élevées, bien évidemment. Pour l'instant, c'est 100% de particuliers. On est en discussion avec des professionnels pour savoir comment on peut sécuriser les fonds entre professionnels et particuliers ou de professionnel à professionnel. C'est en discussion pour l'instant. D'accord. Nicolas, Driss, vous avez peut-être envie de réagir? Ouais, moi j'avais une question. Qu'est-ce qui vous différencie des solutions telles que PayPal ou encore il y a un concurrent direct, je crois, qui s'appelle Paycar?
Merci Driss. Alors pour PayPal, PayPal est une solution en ligne effectivement qui propose, je crois de tête, c'est 3,8% de frais, ce qui est assez élevé sur une transaction. De plus, au niveau PayPal, le paiement n'est pas irrévocable. C'est-à-dire que le vendeur reçoit les fonds et au bout de 2-3 jours, l'acheteur peut dire non, je récupère mes fonds. Ce qui pose un gros problème. Quelque part, vous avez vendu votre voiture, vous avez signé le certificat de cession et les fonds disparaissent. Donc, ce qui pose un gros problème. Au niveau de PK, qui est un acteur qui est venu en même temps que nous, ce qu'il faut savoir, c'est que PK, son système bancaire est au Luxembourg, n'est pas en France. Il propose moins de sécurité. Comme je disais au début, on fait un check avant la transaction et après la transaction. PK est pour moi juste un système de paiement en ligne avec un logo voiture. Voilà. D'accord. Nico, tu as envie de réagir ? Ouais, juste dans le détail, est-ce que les transactions passent par votre société pour sécuriser la chose ou c'est vraiment de vendeur à acheteur où est-ce que je veux dire ? Ouais. Les fonds transitent de la banque de l'acheteur vers notre banque, mais pas notre société, mais juste notre banque partenaire qui est à BPCE et ensuite va sur la banque du vendeur. Donc c'est de banque à banque. Uniquement. Et uniquement de banque française. Qu'est-ce que... Excuse-moi Nico, vas-y. Je termine juste. Finalement, ça me fait penser à certains sites comme vente privée, en fait. C'est un petit peu différent, mais finalement, en termes de trésorerie, avec le volume de vente et d'achat, vous pouvez vous retrouver avec un compte plutôt sympathique à un moment donné. C'est-à-dire que s'il y a des transactions à répétition sur votre compte, sur le compte entre guillemets de la société, sur votre banque partenaire, c'est intéressant pour vous aussi. C'est aussi là que vous pouvez éventuellement, je pense, gagner un peu d'argent, non ? Non, on gagne de l'argent, nous, uniquement sur les transactions. D'accord. On ne peut pas gagner de l'argent sur l'argent qui est chez nous. On n'a pas le droit de faire fructifier. C'est des règles bancaires, on n'a pas le droit. D'accord. Qu'est-ce que ça... clarifier cette partie, quoi, c'est tout. Oui, c'est vrai que on pourrait naturellement penser à ça. T'as raison, Nicolas. Qu'est-ce que ça représente le marché de l'occasion en France ? Parce que j'imagine que vous n'êtes pas arrivé sur ce marché-là par hasard. Vous auriez pu vous mettre en intermédiaire entre des vendeurs immobiliers ou autre chose. Qu'est-ce que ça représente le marché de l'occasion ? Alors chaque année, on est sur un volume à peu près de 5,5 millions de voitures échangées en voiture d'occasion. Un peu plus du double du marché du neuf. Hein. Voilà, avec à l'intérieur 3,5 millions entre particuliers uniquement. D'accord. Et vous visez quels objectifs à terme ? Parce que là, comme vous dites, vous démarrez, donc c'est peut-être encore un peu tôt pour faire un bilan, mais en gros, vous êtes parti avec quels objectifs en tête ? Alors, idéalement, on espère sous 6 mois, à peu près faire entre 400 et 1000 transactions par mois. D'accord. Ce qui équivaut à moins d'1% des transactions, voire même 0,1%. Donc on ne vise pas l'ensemble du marché, on étudie pour l'instant le marché et on va y aller progressivement. D'accord. Frédéric Ribaud, merci, vous restez avec nous. Vous pouvez intervenir quand vous voulez dans l'émission. On va marquer une petite pause et puis on va partir au volant de nos voitures à l'essai cette semaine. À tout de suite. Voilà, alors malgré des avis très partagés sur son style, le premier BMW X1 s'est pourtant écoulé à plus de 700 000 exemplaires depuis son lancement en 2009. Pour ce renouvellement, BMW ne s'est pas contenté de le relooker, elle en a même changé la philosophie. Le BMW X1, c'est l'essai Yahoo et c'est tout de suite dans le garage. Nous sommes aujourd'hui dans la région du Tarn pour découvrir le nouveau petit crossover de BMW, le nouveau X1. Alors ce nouveau BMW X1 rallie aujourd'hui le rang des crossovers premium. Comment, me direz-vous? Simplement en adoptant la plateforme du petit monospace BMW, le Série 2 Active Tourer. Alors il est plus cossu, il est plus habitable, mais surtout il est également disponible en traction avant aujourd'hui. Un vrai crossover, quoi. Le BMW X1 est certainement le pionnier du segment des SUV compact premium.
Lancé en 2009, puis restylé en 2012, il commençait quand même à avouer son âge. Et même s'il n'avait pas à rougir de sa belle carrière, la deuxième génération s'est tout de même vendue à plus de 730 000 unités, ce petit SUV méritait bien que l'on s'occupe de lui. L'ancien X1 était construit sur la base d'une plateforme de série 3 Touring. Le nouveau s'offre carrément celle du monospace série 2 Active Tourer. Il y gagne nettement en présentation, mais surtout en habitabilité, même si son empattement se réduit de 9 cm et sa longueur totale de 1,5 cm. Car ce nouveau X1 progresse sur toutes ses autres cotes, en hauteur comme en largeur. Même les assises prennent de la hauteur, avec 36 mm à l'avant et 64 mm à l'arrière. Le coffre y gagne également avec 505 litres, soit 85 litres de plus que sur le modèle précédent. Plateforme commune oblige, le X1 adopte, comme le monospace, des motorisations transversales. Et si les versions les plus puissantes, à savoir 2 litres et 2,5 litres en essence comme en diesel, restent disponibles en 4 roues motrices, les plus accessibles, à savoir le 1,8 litre de 136 chevaux en essence et 150 chevaux en diesel, sont désormais des tractions avant. Elles bénéficient de la boîte manuelle 6 rapports, quand les X1 plus puissantes à 4 roues motrices sont livrées d'office avec une boîte automatique à 8 rapports. Quelle que soit sa motorisation, le X1 soigne son confort de roulage et son agrément de conduite, grâce notamment à ses nouvelles liaisons au sol, l'amortissement piloté Select Drive ou la direction Direct Drive à des multiplications variables. Pour l'agrément et la sécurité, on peut d'ailleurs y ajouter le stationnement semi-automatique, la caméra de recul, l'avertisseur de risque de collision et la protection active des piétons avec fonction freinage d'urgence, ou encore le régulateur de vitesse intelligent avec fonction embouteillage. N'oublions pas les phares tout LED ou l'affichage tête haute BMW. Le nouveau BMW X1 change de style, mais le fait plutôt bien. Il nous revient plus habitable, plus accueillant, mieux équipé également. Il est en revanche un peu moins polyvalent que son prédécesseur, notamment en version traction avant. Une caractéristique pourtant qui devrait lui attirer une nouvelle clientèle. Attention toutefois aux tarifs. Ce X1 nouveau s'affiche en moyenne entre 1000 et 1500 € de plus que son prédécesseur. Cette version 1,8 litre diesel 150 chevaux traction avant est tarifée 34 600 €. Alors, Nico, je vais reprendre avec toi parce que tu as essayé ce BMW X1. Est-ce que, grosso modo, tu partages l'avis de Yahoo? Est-ce que tu as des choses que tu as envie de mitiger ou d'ajouter? Dans les grandes lignes, je suis d'accord. Je trouve que le véhicule progresse déjà en termes de lignes, parce que moi, je me souviens de l'avoir à l'époque, notamment, je crois que c'était au Mondial de l'Auto en 2008. Je l'ai massacré. Rapproche-toi un tout petit peu de ta caméra, Nicolas. T'es tout petit dans l'image, alors que t'es très grand d'habitude. D'accord. Ouais, en fait, donc, comme je te disais, je l'avais un peu massacré au niveau design à l'époque, parce que je le trouvais vraiment pas beau. Mais c'est très personnel. Je partageais cet avis. Après, je trouve qu'en termes de finition, alors la phase 2 du X1 avait un peu progressé il y a quelques années, il y a 3 ans de ça à peu près. Maintenant, je le trouve vraiment. Enfin, je trouve qu'il a une gueule. Voilà, je trouve que le coup de crayon est plus sympa. Il ressemble un peu plus au X3 et au X5, qui rentrent un peu mieux dans l'esprit design de la marque. En termes de confort, je trouve qu'on a gagné en confort. À l'arrière, on a de la place. On a un coffre qui est assez vaste maintenant. En tout cas plus vaste que celui du Q3 par exemple de chez Audi. Alors ça, faut peut-être expliquer que c'est pas juste le fruit du coup de crayon, c'est aussi le choix de passer en toute traction en tout cas sur ces modèles-là qui permet de gagner de la place. Alors j'y viens. Alors le problème du tout traction, c'est que effectivement avant on avait éventuellement chez BM, on a l'habitude des propulsions et je trouve que le fait qu'ils soient en traction, c'est pas forcément ce qu'ils font de mieux aujourd'hui, que ce soit pour le Série 2 Active Tourer ou le X1. Moi, personnellement, je le préférais plus en X-Drive, donc en 4 roues motrices, sachant que c'est un système qui, par défaut, est en traction et qui, en cas de perte d'adhérence du train avant, d'adhérence de motricité, bascule sur le train arrière en partie de 0 à 90, de 1 à 99%. C'est assez efficace. Et je trouve que ça vaut le coup, mine de rien, d'aller sur du X-Drive. On ne consomme pas vraiment beaucoup plus.
Ça devient un peu une chimère cette histoire. Je trouve on consomme pas beaucoup plus qu'en traction et on gagne par contre en sécurité, en motricité, on gagne quand il pleut tout simplement. On a une voiture qui est plus sûre et je pense qu'il faut rester un peu sur quand on a un look comme ça. Finalement, je trouve que ça apporte vraiment d'être en 4 roues motrices. Après, il est confortable effectivement. Je trouve qu'il manque d'insonorisation. Ah oui. J'avais beaucoup de bruit de roulement dans cette voiture. Alors j'avais pas la version de base, hein, j'avais la X25i X-Drive, hein, donc. Alors avec des plus gros pneus, les 4 roues motrices, voilà. Donc des bruits peut-être de transmission supplémentaires. Ouais. Voilà. Donc qui marchait très bien, mais on entendait quand même pas mal le moteur. C'est un moteur qu'on connaît déjà, hein. C'est un 2 litres biturbo qu'on avait déjà si on prend par exemple la 328i ou la 428i hein, sur la série 4. C'est un moteur qui développe 231 chevaux, qui est vraiment très très chouette, hein, qui est un peu le haut de gamme essence. Hein. De toute façon, il n'y a pas de 6 cylindres prévu sur le X1, hein. Ça c'est la règle, on n'est que sur du 4 ou du 3 cylindres. Mais bon, voilà, je trouve que dans une voiture premium de ce prix-là, hein, parce qu'on approche quand même les 50 000 euros. Oui, alors là, effectivement, sur la version quasi de base, on est à 34 600 euros, hein, ce qui était dit dans le sujet. C'est vrai que voilà, faut pas se sortir de l'esprit que ça reste un SUV compact. Hein. On est sur un SUV compact, mais premium hein, avant tout. C'est-à-dire on est sur du haut de gamme. Attention, hein, si on va chez Audi et qu'on opte pour un Q3, en restant en traction, on est vite à 40 000. Hein, faut le savoir. Hein, et donc on est sur les mêmes types de tarifs. Je trouve que globalement, le X1 est un peu supérieur quand même au Q3, hein, à mon sens, parce que puis c'est une histoire c'est générationnel, hein, c'est un cycle de vie qui fait qu'ils sont un peu plus à la page aujourd'hui. Mais voilà, je trouve qu'ils progressent, mais voilà, les tarifs sont assez élevés et je me vois pas aller envoyer 50 000 euros dans un 4 cylindres ou un 3 cylindres aujourd'hui. On a parlé dans le sujet de la plateforme qui est celle qui est partagée avec celle de l'Active Tourer, le monospace de BMW. C'est également, si je dis pas de bêtises, la même plateforme que la petite cousine, la nouvelle Mini Clubman qui sort en même temps. Exactement. Et que tu as essayé, donc on va en parler. Alors je l'ai essayé un peu plus longtemps que le X1 pour le coup, hein, parce que c'est vraiment une toute nouvelle auto, une toute nouvelle. On va la voir à l'image. Le Clubman existait, hein, bien sûr, hein, depuis pas mal de temps, mais il rentre même pas dans l'image tellement il est long. Alors c'est effectivement le précédent Clubman daté de 2006-2007, si je dis pas de bêtises, et c'était la renaissance du Clubman qui lui datait des, je saurais plus donner d'années sans me tromper. Les années 60. Voilà, hein, c'est ça. Dans les années 60 à l'époque. Je voulais essayer d'être précis, et comme je vais pas y arriver, je vais pas donner de date. Donc ça c'est la 3e génération du Clubman. Alors il y a un Clubman Estate qui a existé entre 69 et 82 pour te dire, donc c'est quand même, on l'appelait Estate à l'époque. On n'est plus du tout dans les mêmes ratios. Hein. Alors pour donner un ordre d'idée, là on est sur un format Golf, c'est-à-dire qu'on est à peu près dans les mêmes cotes qu'une Volkswagen Golf 7. On est 20 cm plus long qu'un Countryman. Je sais pas si tu vois, c'est une grosse auto. C'est une grosse auto, c'est une berline compacte. On n'est plus dans l'esprit mini du tout. L'esprit en tout cas design on le retrouve, mais en termes de volume, hein, on est sur une voiture plus imposante. Je trouve qu'en termes de design, elle est assez sympa. Enfin, on garde justement ce coup de crayon maison avec ce look un peu british qui est assez sympa. On a 6 portes. Donc la particularité, c'est qu'on a un coffre qui s'ouvre justement, c'est pas un haillon, hein, on a quelque chose qui s'ouvre en 2 portes. Comme un utilitaire finalement. Comme un utilitaire, mais là c'est assez quali, c'est-à-dire qu'on n'entend pas de bruit de tôle. Hein. Je trouve que les portes, elles sont guidées, c'est-à-dire qu'on a des petits vérins hydrauliques qui accompagnent l'ouverture des portes. C'est très simple d'utilisation, ça peut s'ouvrir tout seul en passant le pied justement sous la ligne d'échappement arrière. C'est très à la mode. Et puis même avec la clé, on peut l'ouvrir à distance, on peut ouvrir les 2 portes. C'est ce qu'on voit effectivement sur l'image, on voit les portes qui s'ouvrent toutes seules. Le système est pas mal. On a un coffre qui fait 360 litres. Alors la Golf, elle, fait 20 litres de plus. Il n'y a pas une énorme différence. Oui, effectivement. Donc on a un coffre qui est correct. Hein, on peut bien sûr rabattre la banquette arrière, hein, qui est fractionnable. Enfin voilà, on a une voiture complète. On a en fait un concurrent direct de l'Audi A3 Sportback par exemple, ou d'une Mercedes Classe A. Même genre de cote au niveau des coffres, hein, de la contenance. Je trouve que moi, j'ai poussé le siège arrière au maximum, comme je fais souvent. Je fais 1m89 et demi.
je rentre dedans. Mais je rentre dedans au niveau de la garde au toit, au niveau des genoux, il n'y a pas de souci, ça rentre. Donc si moi je rentre, ça veut dire que beaucoup de gens peuvent rentrer, ce qui est une bonne chose. Elle fait bien le travail. En termes de volume, il n'y a pas de souci. À l'avant, on retrouve exactement le même style, quasiment, à peu de choses près, le même univers que dans la nouvelle Mini Hatch. J'avais envie de t'interroger là-dessus parce que j'ai trouvé que c'était un peu too much, moi, la Mini, c'est-à-dire quand même beaucoup de plastique et beaucoup de choses multicolores qui font pas forcément quali quand on les voit comme ça à l'image. Alors est-ce que c'est quali ou est-ce que c'est un peu trop clinquant? Bah, il y a un côté clinquant, il y a un côté brillant, il y a un côté alu, il y a un côté chrome qui est omniprésent, mais c'était déjà le cas de la Hatch, la nouvelle Hatch de la 3e génération. On se croit plus à Las Vegas qu'à Oxford. Pourtant, c'est toujours fabriqué à Oxford, pour le coup. Mais le côté British Touch, c'est vrai que là, il en prend un coup. On est un petit peu multicolore. C'est vive à Las Vegas. On n'est plus trop dans le côté, je trouve, British, élégant. Enfin, c'est pas forcément très élégant finalement, et c'est un peu chargé. Et ça, je l'avais trouvé effectivement. Je rejoins totalement ton point de vue. Je l'avais trouvé également dans la Hatch 3e génération. On retrouve exactement le même intérieur. À peu de choses près, c'est pas les mêmes bus d'aération. On a une planche de bord qui est un peu plus massive. Ils ont tout redessiné. C'est un intérieur qui est plus large, vraiment plus large qu'avant. Donc on a une console centrale qui est quand même plus large également. On se sent dans une voiture, une berline compacte, tout simplement. Une berline compacte, et ça on le ressent même quand on le conduit, c'est-à-dire que la voiture est plus insonorisée, elle est beaucoup plus confortable qu'une Mini classique, qu'une Mini Hatch par exemple. Ça n'a rien à voir, on a vraiment un confort différent. On est un peu comme dans une Golf, sauf pour une chose. La direction, je la trouve un peu loupée, à mon sens, mais ça reste très personnel. C'est-à-dire qu'elle perd son esprit Mini, l'esprit kart, ou qu'est-ce que tu veux dire par là? On perd l'esprit kart et on perd en précision, c'est-à-dire ils ont voulu faire quelque chose. On a plusieurs modes de conduite, comme chez BMW, même comme sur la Hatch d'ailleurs. On a un mode éco, un mode normal, confort, et un mode sport. Et dès qu'on est en mode sport, ils ont voulu faire quelque chose de tellement, incisif que si on regarde pas la route, on est vite à droite ou à gauche, mais on a du mal à trouver le point milieu en fait sur la direction. Je trouve pas ça forcément très safe globalement, parce que finalement il faut pas s'amuser à faire autre chose dans la voiture. Pourtant je sais de quoi je parle. J'ai roulé avec une Cooper S pendant des années, qui date des années de 2004 en l'occurrence, donc une voiture qui était un vrai kart pour le coup. Je vais pas dire que quand on éternue on changeait de voie, mais presque. Là c'est un peu, là on sent moins la voiture, donc on sait pas vraiment où on est, et du coup on perd ce côté on est moins précis en fait finalement, et ça manque un petit peu à cette voiture. On n'a pas ce genre de choses dans une Golf, on n'a pas ce genre de choses dans une A3 justement, ou dans une classe A, c'est concurrente, et on n'a pas non plus ce genre de choses dans une série 1 de BMW qui, je vous rappelle, exactement le même tarif quasiment. Parlons-en, c'est combien? En fait, au niveau des tarifs, justement, on est sur des voitures qui démarrent à 25-26 000, qui vont plus flirter avec les 40 000. En cœur de gamme, en gros, on est à quoi? 35, 36, 40 entre 34 et 36 000 en cœur de gamme, et bien sûr si on équipe la voiture et si on se fait plaisir, on va flirter, on va taper dans les 40 assez vite. Par exemple, le petit spot qui envoie le logo Mini sur le trottoir, ça coûte combien par exemple? Ça, t'as une idée? J'ai pas regardé, j'ai pas révisé des leçons là-dessus, je vais être honnête. En fait, on peut l'avoir. Non mais voilà, ça c'est un détail. Alors c'est vrai que sur la nouvelle Ford Mustang cette série, c'est super. Bon, on est sur une voiture à 40 000, c'est normal, je dirais en absolu. C'est assez fun, c'est sûr. Puis en plus, c'est le logo Mini, c'est toujours, c'est très à la mode. Je pense qu'on va le voir chez Peugeot bientôt avec un petit lion. C'est très à la mode aujourd'hui chez les constructeurs automobiles, parce qu'on commence à le voir de plus en plus, notamment sur la nouvelle série 7 qui fait carrément un tapis de lumière assez étonnant d'ailleurs, projeté au sol. Mais bon. Voilà, autant de petits détails où les changements de couleur intérieure, mais ça on l'avait déjà sur les Mini précédentes, on peut changer l'ambiance intérieure de la voiture, on l'a sur le X1 aussi, sur de plus en plus de BM, c'est plein de petits détails, alors ça sert ou ça sert pas, très honnêtement, mais ça fait vraiment, ça sale la facture très vite, les intérieurs cuir, etc. Donc on peut avoir une belle auto, on peut avoir une voiture très sympa, avec des sièges vraiment très sympas, très originaux, mais on arrive vite à 36, 38, voire 40 000 euros, quoi. Donc, voilà. Mais la problématique, je pense, aujourd'hui, sur ce Clubman, c'est que BMW Mini lance une voiture qui
qui va concurrencer tout simplement la série 1 qui a été restylée il y a quelques temps et du coup je pense que la clientèle on a la même, hein. Faut pas se voiler la face. C'est pas parce qu'on roule en Mini aujourd'hui qu'on n'a pas envie de s'acheter une série 1 qui est une voiture peut-être un peu plus classique mais qui est globalement très qualitative aussi quoi. Même un peu plus qu'un Clubman dans l'absolu, hein. Driss, est-ce que tu veux réagir sur cette Mini Clubman? Ouais, moi je trouve que le nom de Mini est un peu galvaudé, hein. Quand on voit l'engin, ça a l'air gros, très très gros. Moi j'ai un peu du mal aussi avec cet intérieur tout bariolé, là c'est très boîte de nuit. Bon après je pense qu'il doit y avoir une cible, enfin une clientèle pour ce type de voiture. Bon, j'en fais pas partie, encore une fois, parce que pour moi je reste dans l'état d'esprit que Mini, je fais des concessions. Alors soyons clairs avec nos téléspectateurs, tu roules aussi en Mini, donc t'as le droit de dire du mal, tu sais de quoi tu parles, c'est ça que je veux dire. Moi aussi, hein, pour le coup, je suis en countryman maintenant, donc la famille s'agrandit, ça peut arriver. Mais voilà, puis comme on disait, là, cet intérieur qui est très disco, boîte de nuit, j'ai l'impression qu'il manque juste la boule et puis on se fait une soirée dans la voiture. Tu sais de quoi tu parles, hein. Bon après je l'ai pas essayé, donc là je me base uniquement sur les visuels. Ce design aussi, tu sais, ce capot un peu très pointu, tu as l'impression que le capot est très très long. Je sais pas, il y a quelque chose dans les proportions qui est étonnant. Faudra que je l'essaye et puis là je vous donnerai un avis avec plus d'arguments. Qu'est-ce que vous avez comme voiture, Frédéric, d'ailleurs? Est-ce que vous avez une voiture? J'ai une voiture, ouais. Bien évidemment. Ma femme a une Mini d'ailleurs. Ouais, voilà. Moi j'adore Mini, c'est génial. Et c'est vrai que cette dernière, est-ce qu'on peut encore l'appeler une Mini d'ailleurs? C'est ça. Elles grossissent de génération en génération. Ouais. Il va peut-être falloir trouver un autre nom pour la marque. Voilà. Mais je pense qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de garder ce nom-là. Oui, bien sûr. Là-dessus, ça leur permet quand même de vendre des voitures à des prix assez élevés en gardant un style original. Je pense qu'ils gagnent un peu d'argent, hein, en faisant comme ça, hein. Si on regarde la différence entre une Audi A3 ou une série 1 justement et qui sont quand même globalement plus qualitatives, on va pas se voiler la face. On a des intérieurs chez Audi, chez Mercedes ou encore chez BMW qui sont quand même globalement plus qualitatifs. Ouais. Chez Mini, c'est un petit peu, il y a un côté un peu clinquant, un peu chic, mais voilà, on capitalise en mettant peut-être un peu moins de sous dans pas mal d'éléments, quoi. Ok, on va parler d'autre chose maintenant. Il était né pour contrer le succès du Scénic après 12 ans de bons et loyaux services et une génération intermédiaire. Le Volkswagen Touran revient dans une nouvelle génération, la troisième selon VV, la seconde selon les spécialistes. Ce nouveau monospace pourra-t-il prendre des parts de marché au SUV tout puissant? Je vous propose de partir quelques minutes à son volant. À tout de suite. Alors moi je suis avec monsieur Henri Dumatret de chez Voici à bord de ce nouveau Volkswagen Touran génération 2. On n'a pas l'impression comme ça forcément en le regardant de l'extérieur que c'est une deuxième génération 100% nouvelle. Pourtant il est effectivement 100% nouveau, il est plus long que le précédent, 13 cm. On nous a expliqué que l'empattement avait été rallongé, ce qui donne plus de place à l'intérieur, et c'est pas faux. Il est plus habitable, il est également un petit peu plus large, donc on a une bonne sensation d'espace qui est accentuée avec ce très joli toit panoramique. Henri, alors là on est à bord de la version essence 150 chevaux TSI, boîte DSG, etc. Donc une version déjà assez haut de gamme en finition Cara. Qu'est-ce que tu as pensé de cette voiture? La première chose qui m'a frappé, moi, c'est assez confortable en fait. C'est vraiment on est bien assis, on est coincé dans les sièges. À conduire, elle est souple, elle est agréable, elle est très précise en direction, je trouve, malgré effectivement le centre de gravité qui est quand même assez haut. Pour moi, c'est vraiment pour une famille, c'est quasiment la voiture idéale. Alors tu parles de famille, effectivement ce Touran est disponible en 5 et 7 places. Le gain de place à l'intérieur est plutôt profitable aux passagers du deuxième rang, hein, parce que bon, certes on mettra pas forcément des adultes, mais c'est quand même plus sympa pour eux. Si tu devais trouver un ou deux défauts à cette voiture, ce serait quoi? D'ailleurs c'est pas si tu devais trouver, si tu as trouvé un ou deux défauts à cette voiture, ce serait quoi?
pense qu'on aurait pu être un peu plus fantaisiste dans la présentation. Alors c'est joli, hein, il y a du laqué, etc. C'est austère, mais ça tient dans le temps, et c'est peut-être là qu'ils ont raison. On voudrait qu'il y ait plus de couleurs, mais est-ce que les couleurs, c'est pas quelque chose qui marque une époque et ensuite on s'en lasse? Bon, voilà, là on est, comme tu dis, dans de l'austère, mais peut-être que c'est de l'austère qui dure. Oui, tout à fait. Et puis l'autre point, je trouve, qui pourrait être un point négatif, c'est qu'effectivement l'écran pour moi est un petit peu petit. Alors ça tombe bien que tu parles de l'écran, parce qu'il y a pas mal de nouveautés également de ce côté-là, du côté de la connectivité, notamment une compatibilité donc avec tous les systèmes de smartphones, hein, que ce soit Android ou Apple. On le voit, là c'est un iPhone qui est connecté, on a accès donc aux applications qui sont compatibles CarPlay. On peut évidemment la piloter à la voix avec Siri, donc c'est pas inintéressant. Ça fait partie des choses aujourd'hui dont on aura du mal à se passer, parce que on sait que on a tous de plus en plus besoin d'un smartphone, et en même temps conduire en le manipulant, c'est quand même pas bien. Oui, puis il y a aussi une dernière chose dont on n'a pas parlé, c'est quand même le prix. C'est pas le plus accessible de sa catégorie non plus. C'est clair, c'est plus cher qu'un Scénic. On est effectivement sur un cœur de gamme qui va se situer autour de 31 000 €. C'est plus accessible évidemment en entrée de base, ça peut monter beaucoup plus haut. On peut très bien se configurer un Touran au-delà de 40 000 €. Celui-ci, pour la version que nous avons en TS 650, est à 35 et quelques mille euros sans les options. On est dans une finition Cara, hein, donc c'est une finition intermédiaire mais supérieure. Il y a au-dessus la Cara Edition. Donc voilà, c'est effectivement pas le plus accessible. Est-ce que ça va le desservir? Pas sûr, je pense qu'il y a les fans de VV qui ont confiance en la marque, c'est pas excessif pour eux. Et puis ceux qui préfèrent peut-être un véhicule un peu moins bien fini, un peu moins haut de gamme, pourront prendre à d'autres marques tout simplement. Un C4 ou un Scénic par exemple. Merci Henri. Merci à toi. À bientôt. Voilà, avec Henri Dumatret, notre confrère de chez Voici, figurez-vous. Nicolas, je me demandais en essayant cette voiture que globalement j'ai trouvé particulièrement agréable à conduire, avec vraiment un toucher de route très intéressant. Est-ce que les SUV pouvaient pas renverser la tendance, et les monospaces ne pouvaient pas inverser la tendance et un petit peu reprendre un peu de poil de la bête par rapport aux SUV tout puissants justement? J'irai plus loin, on est plus sur des crossovers aujourd'hui que vraiment des SUV, parce qu'on n'aime pas le terme chez les constructeurs, enfin on aime de moins en moins parce que c'est censé polluer, c'est censé... Là on est face à un monospace qui s'assume comme un monospace, qui dit pas je suis un mélange entre une berline, un 4x4 et un break, hein. C'est vraiment, voilà, c'est un monospace familial. Je pense qu'aujourd'hui les gens cherchent un look. C'est toujours pareil. Et un Touran ou un Scénic, ça fait rêver qui aujourd'hui? Pas moi, en tout cas. Ça, je suis convaincu. Ça, c'est clair. Après, Nissan a ouvert la voie sur un nouveau truc, hein, le crossover, ouais, justement, avec le Qashqai à l'époque. Et je pense que là, il y a quand même, on voit que tout le monde y va. On voit que tout le monde y est allé, en tout cas. Et du coup, je pense que ça prend le dessus. C'est parti pour prendre le dessus pour un moment. Et je crois pas que le Touran, même s'il est beaucoup mieux qu'avant, je veux dire, finalement, c'est un très bon véhicule. C'est un véhicule qui reste classique avant tout. On est dans vraiment l'esprit Volkswagen. Je pense que Renault, ce sera à peu près la même chose avec le prochain Scénic. Oui, on a vu quelques images où on avait du mal à comprendre ce qui avait changé. C'est un peu pareil avec le Touran. Quand on le voit de loin, c'est un Touran. Alors, on ne sait pas si c'est le nouveau ou l'ancien, si on ne se rapproche pas. Hein. Je pense qu'on va être sur une clientèle de flotte, par exemple, où là, les grosses boîtes, pas mal de boîtes ont besoin de ce type de véhicule et vont aller là-dessus, pas parce qu'ils sont forcément moins chers, mais parce qu'ils sont plus pratiques, qu'on peut en fourner. Mais c'est un cube le truc. Hein. En même temps, faut se rendre à l'évidence. Le Scénic va garder sa place. Sans doute, mais il va baisser par rapport au grand public, je pense, par rapport à un Kadjar qui est quand même un peu plus funky, entre guillemets, au niveau du look, hein, même si ça reste un Qashqai restylé, entre guillemets aussi.
voilà, je pense que les crossovers sont en train de prendre le dessus et vont prendre le dessus sur les monospaces compacts, hein, clairement. Je vais faire une petite digression sur la motorisation, parce que là, on essayait une version essence, le 150 chevaux TSI, qui est un petit 4 cylindres 1,4 litre. On est en plein dans le Dieselgate, hein, si on veut dire ça. Nicolas, tu connais ces moteurs, toi aussi, ce 1,4 litre TSI. On va se répéter encore, mais est-ce que c'est pas la vraie alternative à ces problèmes de diesel? Parce que ça, moi, je veux dire, j'ai consommé avec cette voiture, et c'est sur 2 jours, autour de 6 litres et demi, 7 litres au 100, ce qui me paraît être une consommation plutôt raisonnable, hein, pour ce gabarit de véhicule, sans chercher précisément à faire de l'éco-conduite, en conduisant tout à fait normalement. Alors, est-ce que là, on va le payer 3 000 € de moins que la version diesel? Est-ce qu'on n'est pas dans la vraie alternative? Est-ce qu'il ne faut pas que les gens se mettent ça en tête? Bah bien sûr que si. Le problème, c'est qu'il faudrait que les vendeurs de voitures, tout simplement, arrêtent de leur dire qu'ils le vendront beaucoup plus mal que le diesel quand ils achètent. Tu vois ce que je veux dire, c'est que on est dans un fonctionnement de lobbying. On va pas refaire l'histoire. Bon, on voit que le marché commence à s'inverser. La courbe du diesel baisse. Les derniers chiffres du CCFH, je les ai plus en tête, mais c'est encore moins 6 ou 7% cette année. Hein, donc on était monté très haut. Mais c'est très bien, et je pense que c'est une bonne tendance, et c'est nécessaire. En France, on n'est pas capable de produire assez de diesel. On va aller le chercher ailleurs, et il nous coûte beaucoup trop cher par rapport aux aides fiscales finalement qu'on fait là-dessus. Et ça pollue plus, c'est mauvais pour la santé, ça on le sait. Alors c'est vrai qu'on a fait des moteurs qui sont assez extraordinaires depuis à peu près 20 ans, mais là au niveau de l'essence, on a des choses qui sont plus sympas, plus agréables. Effectivement, c'est le cas du 1,4 litre TSI qui, à mon sens, est l'un des meilleurs moteurs 4 cylindres essence qui existent aujourd'hui, hein. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et pour le coup, moi j'encourage les gens tout le temps à acheter de l'essence, mais dès l'instant on est sur des moteurs justement avec des turbos, hein, parce qu'il reste encore chez certains constructeurs, et c'est le cas de Volkswagen aussi, hein, en entrée de gamme, on a des moteurs atmosphériques essence qui sont un peu dépassés, hein, on va pas se voiler la face. Donc oui, moi j'encourage, parce que les gens font rarement 20 000 km par an, hein, c'est assez rare pour le coup, et il faut surtout pas aller sur du diesel dans ces cas-là, parce que déjà on l'achète plus cher, mais en plus à l'entretien derrière, on va le payer plus cher aussi, hein, donc je vois pas l'intérêt. Il n'y a plus d'intérêt aujourd'hui. Driss, je sais pas si je dois te laisser le mot de la fin. Je sais que t'adores les monospaces et que tu vas me faire un quart d'heure dessus. Non, bah écoute, moi ce monospace-là, j'ai un peu l'impression, tu sais, que c'est un peu comme le transporteur, quand tu disais que de loin il ressemble au précédent. Oui, qu'on avait fait il y a dans la première ou deuxième émission de la saison, qui t'avait d'ailleurs bien plu, hein, si je me souviens bien. T'avais été un peu bluffé par l'engin. Bah oui, étonnamment, hein, j'avais été très bluffé. Je m'étais dit, tiens, c'est typiquement le genre d'engin pour partir en week-end avec des potes ou pour la famille. Donc je me dis que c'est un peu la même chose. Peut-être de l'extérieur, effectivement, on voit pas de nouveauté. C'est plus à l'intérieur avec l'ajout des nouvelles technologies de sécurité et puis tout ce que tu disais, CarPlay, etc., toute la connectivité à l'intérieur de la voiture. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Touran. On va marquer une toute petite pause. Et Driss, on va se retrouver dans des studios de design automobile, et vous allez voir, c'est assez intéressant. À tout de suite. Voilà, écoute, Driss, je vais te passer la main parce que c'est toi qui es allé faire ce reportage. C'était il y a quelques semaines à Martorell, si je dis pas de bêtises, Martorell, le siège de Seat. Et là, tu as pu rencontrer des gens dont on soupçonne pas forcément l'activité. Explique-nous tout ça. Eh bien, écoute, on a été visiter on a été chez Seat pour visiter tout ce qui était les labos de recherche et développement. Et j'ai été assez étonné parce que c'est vrai qu'on se dit toujours, mais pourquoi est-ce qu'ils mettent aussi longtemps à développer une voiture? À ton avis, pourquoi est-ce que développer une voiture qui parfois, on se dit, comme on vient de le dire pour le Touran, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose de neuf, pourquoi est-ce que ça prend aussi longtemps à ton avis? Alors, j'imagine qu'on n'enfile pas des perles pendant 3 ans, donc il y a énormément de petits détails qui doivent être passés au peigne, à la loupe ou tout ce que tu veux. Eh ben, c'est peu de le dire, ouais, effectivement, le moindre détail est recherché. On a commencé cette visite par le studio de design, justement. Donc, on est allé voir les gens qui sont responsables de tout ce qui est les matériaux. Voilà, là, on est dans, effectivement, les matériaux, on voit du cuir, des tissus. Donc, il y a un travail
extrêmement recherchés, que ce soit sur les textiles, sur les graphiques. Tout est conçu dans le centre de design de SEAT. Les designers, pour s'inspirer, donc c'est un peu la même chose que dans tous les corps de métier. Hein. On prend des magazines, on prend différentes couleurs, on prend tout un tas de choses qu'on va essayer de mélanger. Et il y a certains exemples qui sont particulièrement frappants. Par exemple, sur un élément de carrosserie, ils vont mixer jusqu'à 96 teintes pour obtenir un seul rendu. Je ne sais pas si tu imagines ce que ça représente comme travail. Nous, on se dit, tiens, bon, bah, c'est un bleu. Finalement, non, c'est pas un simple bleu. Même le blanc, la couleur blanche, si tu veux, elle est traitée. Tu as 2 niveaux de couches qui permettent de varier le rendu au soleil et jouer avec la lumière, par exemple. Tu vois, jouer avec la lumière, jouer avec les ombres. Et rien que pour créer une couleur, je te le donne en 1000, le temps de développement, c'est 36 mois. 36 mois pour une couleur. Alors là, on est chez SEAT, donc en Espagne. Hein, SEAT fabrique presque 100% de ses voitures en Espagne. C'est une activité qui est pas délocalisable. Il faut coller à l'ambiance de la région dans laquelle on vend. Comment ça se passe? Est-ce que c'est important que ce soit fait sur place? Non. En fait, faut savoir que toujours les équipes marketing qui travaillent avec les équipes de design, on leur soumet les couleurs par exemple, mais il faut que ce soit quelque chose de global. On travaille pas pour un pays, mais on travaille vraiment globalement. J'en veux pour exemple le nom d'un produit. Quand on choisit un produit, c'est réfléchi, il faut que ce soit facile à utiliser dans les différents pays. Oui, il y a eu quelques loupés, hein, mais pas forcément chez SEAT d'ailleurs, mais il y a eu quelques loupés. Non. On en a tous en tête, on va pas faire l'émission dessus. J'ai plein d'exemples pour ça si vous voulez faire une émission spéciale. Après, ce qu'il y a d'assez intéressant également, c'est de savoir que là, quand on allait voir les équipes de design de SEAT, ils nous disaient qu'ils travaillaient sur les 3 prochaines années déjà. Donc voilà pourquoi ces délais sont aussi longs. Et moi, j'ai trouvé ça assez fou de me dire que ils mettent 36 mois à créer une nouvelle couleur, quand finalement les meilleures ventes sont le noir, l'argent et le blanc. C'est vrai qu'on se dit que c'est peut-être beaucoup d'énergie. Bon, j'imagine que ces couleurs, elles servent quand même à quelque chose. Pendant les lancements, il y a des couleurs particulières, elles servent au marketing. Il y en a quand même qui se vendent. Voilà, et puis il y a aussi des gens qui ont quand même envie de modèles particuliers. Ils vont jusqu'à colorer les jantes et même les textiles à l'intérieur de la voiture sont coordonnés avec les couleurs extérieures. Donc ça va jusqu'au fil à coudre qui peut être coloré pour être en harmonie avec le reste de la voiture. Alors là, on était dans ce qui se voit. On va passer dans ce qui se touche parce que je crois que là aussi, il y a un gros travail qui est fait sur le toucher des matériaux. Nous, essayeurs, Nico, tu me contrediras pas, parmi les premiers gestes qu'on fait quand on monte dans une voiture, c'est toucher le tableau de bord. Est-ce que c'est moussé, pas moussé? Est-ce que c'est dur, pas trop dur? Est-ce que ça se raye? Driss, parle-nous un petit peu de ça. Alors ça aussi, si tu veux, les process sont extrêmement longs. La voiture est complètement désossée. J'ai pas d'image, on pouvait pas filmer à cet endroit-là, mais on voyait une voiture vraiment tous les éléments de la voiture posés au sol. Et chaque matériau, si tu veux, est testé. Quand on entre dans l'habitacle, tous les éléments produisent un son. Et on nous disait que la qualité perçue provient à la fois du toucher et du son. Donc pour ce qui est du toucher, chez SEAT, ils réalisent des tests en aveugle des différents matériaux. Sur la prochaine vidéo, on va le voir, c'est notamment un volant. Vous avez quelqu'un qui porte un masque sur les yeux et qui touche les différentes zones du volant. Parce qu'un volant n'est pas uniforme aujourd'hui. Tu vas avoir des parties qui vont être un peu plus souples, d'autres qui vont être un peu plus dures. Voilà, on voit ce dont tu parles, effectivement. Donc voilà, là par exemple, on voit tout ce qui est le système de ventilation, climatisation, etc. Donc on va essayer différents éléments de plastique, différents matériaux pour tester la résistance, le bruit. Donc voilà, là on a différents petits carrés de matériaux et au fur et à mesure qu'on va vers la droite, c'est de plus en plus rugueux ou de plus en plus dur, si tu veux, ou glissant. On mesure également la pression sur les boutons avec une machine qui va enregistrer les données et l'effort. Donc vraiment, comme tu peux le voir, le moindre détail est analysé. Il n'y a pas de place pour le hasard. Nicolas, tu soupçonnais ce niveau d'attention dans le détail?
Chez Seat, très honnêtement, je vais dire non. Je vais dire non parce que pour moi, on a une politique de groupe et que voilà, je pensais moi que tout était fait en amont chez d'autres. C'est un petit peu ce que je voulais te faire dire justement, figure-toi. Tu vois, c'est ça. Et il y a quand même pas mal de marques. Donc finalement, dans le groupe. Chaque marque a malgré tout son identité et qu'on ne la soupçonne pas forcément, effectivement, même dans un groupe. Je trouve ça top. Enfin, je trouve ça juste génial de pouvoir justement avoir ce souci du détail et ce souci de la qualité. Ça n'a pas toujours été forcément le fort de Seat. Dans le passé, on a eu des plastiques un peu moins sympas qu'aujourd'hui. Et pour le coup, je pensais qu'on faisait de la récup souvent pas forcément en termes de design, puisqu'on a un design qui est là à part entière, mais justement sur les matériaux, je pensais qu'on récupérait justement les mêmes grains qu'ailleurs. Et c'est pas forcément le cas, et c'est une bonne chose, effectivement. Driss, autre chose sur le toucher ou on passe à un autre atelier ? Alors on va passer à un atelier qui là est encore plus étonnant. Alors oui, je dois dire que c'est assez amusant à voir. J'imagine que ça a aussi son importance. Vas-y, je te laisse le présenter. Alors là, c'est l'odorat. On avait un atelier odorat. Il faut savoir que chez Seat, ils ont des gens qui sont payés pour sentir les différents composants de la voiture. J'imagine qu'on trouve ça chez tous les constructeurs, mais c'est vrai que ça fait partie des métiers qu'on va pas soupçonner dans l'automobile, c'est-à-dire le métier de nez, tout simplement. Exactement. Alors, ce sont des gens non fumeurs qui passent la journée à sentir les différents composants. Donc, ces ingénieurs, comme on le voit là, ils isolent les éléments et ils attribuent des notes à l'odeur. Le but, c'est d'avoir une odeur qui soit aussi neutre que possible. Donc, par exemple, là, comme on le voit, ils sentent un élément qui est enfermé dans la jarre et lui donnent une note de 1 à 6. Le 6, c'est la pire des notes. Donc là, dans ce cas-là, on change de fournisseur ou on change de matériau. Voilà, donc là, on voit quand même des gens renifler dans une voiture. Voilà, ça c'est la deuxième étape. Donc ils vont donner une note qui doit être inférieure à 3,5 environ pour que le produit le composant soit neutre. Ensuite, une fois la voiture assemblée, là on est dans une pièce où la température est montée à 65 degrés pendant 3 heures. Est-ce qu'on est sûr qu'on sent que les odeurs de la voiture à 65 degrés dans une voiture? Donc ensuite, il va y avoir un prélèvement de l'air, il y a une analyse au spectrographe, etc. Et il y a toujours ces fins limiers qui vont sentir les différents composants dans la voiture et encore une fois s'assurer que l'odeur est neutre. Et alors, ce processus de... comment on pourrait appeler ça, de reniflage, là, il dure combien de temps dans le développement d'une voiture? Est-ce qu'on sait ça? Ça intervient. C'est quelque chose qui se passe très en amont et encore une fois, ils ont insisté sur le fait que la neutralité des différents composants, nous on leur a dit, mais quand on rentre dans une voiture, il y a quand même cette odeur de neuf, pour eux c'est ce qui correspondait à cette odeur neutre. Mais il ne faut pas qu'un élément, si tu veux, ait une odeur vraiment qui prenne le dessus sur le reste. Est-ce que, alors je ne sais pas si tu sauras répondre à cette question, mais est-ce que ces gens-là sont capables de prévoir l'évolution d'une odeur dans le temps d'utilisation d'une voiture? On ne nous a pas précisé ce genre de choses-là, non. Parce que voilà, comme tu dis, on monte dans une voiture qu'on achète qui est neuve, elle sent le neuf, c'est une odeur toujours très particulière dans les voitures, puis au fil du temps elle évolue, et une voiture qui a 10 ans, 15 ans commence à sentir un petit peu le vieux, mais voilà, moi je pense c'est dommage qu'on n'ait pas la réponse, j'aurais aimé savoir comment si on pouvait prévoir simplement cette évolution et la modéliser. Alors là on a vu la vue, on a vu le toucher, on a vu l'odorat, il y a un sens dont on n'a pas encore parlé, c'est le son. Exactement. On a terminé avec le département acoustique et là encore, on n'était pas au bout de nos surprises parce que selon eux, donc le son fournit des informations. Ce sont des informations aussi sur la qualité du produit, tu vois. Donc pour eux, leur job, il y a plusieurs parties. Premièrement, il faut réduire le son, tout ce qui est son parasite, par exemple les bruits de roulement quand on est à l'intérieur de la voiture. Et il faut aussi transmettre la qualité du produit. Par exemple, lorsque tu fermes une portière, donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mesurer le bruit du claquement d'une portière, non seulement d'une portière Seat, mais également d'autres marques, et ils vont les comparer.
Donc, tous ces tests sont comparés, là encore, suivant un blind test. Ils vont mettre différents ingénieurs dans une salle avec des casques c'était assez amusant, parce que c'est des casques très haute qualité, mais qui ont un look qui semblait très daté. Dans la voiture, ils utilisent également un mannequin, et le mannequin a pour but d'enregistrer les sons. Les mesures sont faites à la fois dans une chambre acoustique et sur la route, comme on peut le voir là à l'image. Et en fait, Seat nous a informé qu'ils utilisaient une voiture de référence. Et leur but, c'est de se rapprocher ou de dépasser acoustiquement cette voiture de référence. Et on sait ce qu'est la référence ou ils ne l'ont pas dit ? Ah non, ça c'est secret. Mais la chose qu'on nous a bien précisé, c'est que tout de même, sachant que Seat n'était pas non plus la marque premium du groupe, il devait prendre en compte certains aspects économiques. J'imagine. Il s'agit de s'approcher du son parfait, si je puis dire, tout en ayant des matériaux qui répondent au cahier des charges. Donc là, Nicolas, on en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur les développements marque par marque, même au sein d'un groupe, c'est que voilà, il faut essayer d'approcher une référence qu'on imagine peut-être du segment supérieur, on ne sait pas, mais en faisant des économies. Ouais, je pense qu'ils ont dû aller piocher un petit peu chez Audi, parce qu'en plus on est dans le même esprit, une marque un peu sportive. J'aurais tendance à dire que dans le groupe aujourd'hui, en termes de son, on se défend pas mal chez Audi. Voilà, que ce soit dans différents modèles. D'ailleurs, ils travaillent avec différentes marques de chaîne hi-fi, et que ce soit Bose ou Bang & Olufsen par exemple. Et je trouve que on a parmi les meilleurs sons dans les voitures chez Audi aujourd'hui, à titre personnel. Maintenant, effectivement, on n'a pas les mêmes moyens chez Seat, et c'est normal. Les voitures coûtent pas le même prix, et dans le développement et dans l'ajout dans les matières, dans tout ce qui est éléments ajoutés comme ça, on peut pas aller trop loin dans les dépenses en fait, dans les coûts. Mais c'est vrai que je suis assez étonné. En fait, je suis assez étonné de voir qu'il y a autant de développement, même pour le son d'ailleurs, parce que je suis pas sûr que chez d'autres constructeurs on ait une recherche aussi poussée en fait. En résultat déjà, parfois. Ouais. Pour en revenir à ce que tu disais sur la répartition, c'est vrai qu'il y a un vrai souci du détail. On nous disait notamment, quand tu écoutes de la musique, il faut pas que la portière vibre, mais ça, c'est tout en gardant à l'esprit que la portière, on va ajouter des renforts, il y a des considérations de poids, il y a des considérations de coût. Donc tout ça est pris en compte, et c'est vraiment étonnant, parce que c'est vrai qu'on se disait pas qu'il y avait une telle recherche au niveau du son également. Ça, par contre, ça peut se vérifier chez d'autres constructeurs. Moi, j'ai déjà poussé du son, parce que des fois, on s'ennuie sur l'autoroute, on roule tout doucement et tout, donc on pousse, on essaie les chaînes hi-fi aussi, on le fait tous dans ce métier, et on se rend compte qu'il y a des portières qui vibrent chez certains constructeurs dont je tairai le nom, mais des fois on a beau être sur une chaîne hi-fi haut de gamme, qui se dit haut de gamme, on appelle ça absolument pas justement les renforts comme on appelle ça amortir une portière, et c'est vrai que parfois même sur des premiums, c'est pas toujours très très bien fait. Ah oui, complètement. Frédéric, on soupçonne pas forcément ça quand on achète une voiture, Non, surtout le test en odorama, effectivement, c'est très intéressant. Messieurs, merci à vous d'avoir participé à cette émission. Nicolas, on se voit très bientôt, j'imagine, sur la route. Driss, à dans 15 jours. Frédéric. Oui, à dans 15 jours. Merci. Oui, à dans 15 jours. Frédéric, merci d'être venu jusqu'à nous. Merci aussi à Benjamin derrière les manettes. Et puis surtout, merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Driss, bon reportage. D'ici là, n'oubliez pas les rediff et le replay. Les programmes continuent sur Watch. Salut à tous.